l'époque, le comptable naissain représente 25% de la production nationale. C'est un secteur qui est très important dans la production de bois de canne de vigne et de porte-greffes et de boutures greffables et de plants de vigne. Le départ, ça a été la vigne mère américaine qui a amené ce progrès. Autrement, sans ça, on ne se sortait pas du phylloxéra. Je sais que fin du 19e siècle, il y avait déjà des ballottissimales, il y avait déjà de la pépinière qui s'est installée dans la région de Carpentras. Ça fait notre bonheur, disons, le phylloxéra. Ça fait le bonheur du greffeur. À l'époque, ça s'appelait les vignes franco-américaines. Pourquoi franco-américaines? C'était pas l'histoire de l'amitié avec l'Amérique. C'était parce que les porte-greffes, c'est-à-dire le pied-mère, ceux qui le supportent, parce que vous savez que ça se greffe, la vigne. Le greffon, le greffé, donc c'est des cépages français. Et par contre, les pieds, ça venait des pieds d'Amérique qui, eux, ne craignaient pas le phylloxéra. Et c'est pour ça qu'à l'époque, ils ont appelé, mon père appelé, mais pas lui seul, tout le monde, la profession appelait les producteurs de vignes franco-américaines. Et les pépinières à Aubignan, ça marchait avant. C'est très important même. Hein. Il y avait des très gros pépiniéristes. Maintenant, il n'y a plus que Rome. Hein. Ah, Je ne crois pas qu'il y en ait Guillaume maintenant. Guillaume, oui. Oui, quand j'étais petit, je portais, avec mon père, je portais les plants à la gare de Loriol, que ces plants partaient dans le sud-ouest de la France, sur la Gironde. Et il y avait plusieurs pépiniéristes qui portaient, il y avait des wagons entiers de plants de vignes qui partaient sur ces régions-là. Et tout le monde, tous les pépiniéristes, après le marché de Carpentras le vendredi, souvent le vendredi après-midi, tous se retrouvaient à la gare de Loriol pour charger tous ces plants-là. Et il y avait des camions et des camions et des camions qui portaient les plants de vignes pour expédier sur le Gers, la Gironde et la Charente. Oui, c'est sûr. J'ai toujours entendu parler du marché de Carpentras aux platanes, à Carpentras, dans les platanes. Il n'y avait pas le marché d'intérêt national, il n'y avait pas de mine. C'était aux platanes et les gens amenaient, avec des charrettes, amenaient quelques pains pour vendre, et pour connaître des négociants ou des propriétaires, et ils vendaient leurs pains. Le vendredi matin, personne n'aurait loupé une journée au marché de Carpentras. Ah oui. Que maintenant, on est une vingtaine de pépiniéristes, pas plus. Je me rappelle, c'était convivial. C'était convivial en plus. Tout le monde se retrouvait. Chacun s'en racontait des problèmes. Ouais, la pépinière, mais bon. Ils attendaient tout ça. Tout le monde était s'habillé sur son 31 et tout le monde partait au marché de Carpentras. C'était une bonne époque. Oui, avant la guerre de 39-40, même après, jusqu'aux années 60-65, mais il y avait des chantiers de greffage de 4 ou 5, 6 personnes là, qui greffaient pour l'un, pour l'autre, c'était des greffeurs ou des greffeurs, je dirais professionnels. La greffe se faisait au couteau, donc au couteau, c'était au greffoir. C'était pas 5, 6, 7 000 greffés ces messieurs-dames pouvaient greffer dans la journée, mais lorsqu'ils avaient fait 1500, 1800, 2000 maximum, c'était déjà bien, c'était déjà très bien. Sur 400 et quelques agriculteurs qu'il y avait au village, il y avait une soixantaine de chantiers de greffage. Par tous les temps, elles avaient leur petite chaufferette qu'elles mettaient sur leur jupe, là, et elles tiraient les sarments, elles découpaient les sarments à la distance, bien entendu, elles chicotaient à la distance, que le propriétaire souhaitait, bien entendu, et conformément à une certaine législation de l'époque, parce qu'il fallait que la grosseur du bois soit bien conforme au commerce. Et ces dames-là étaient payées à la tâche, selon la rapidité, les unes gagnaient un peu plus, les un peu moins. Mais c'est pas péjoratif ce que je dis là, parce que paysans, c'était des paysannes, des femmes qui étaient soit épouses d'un paysan, qui travaillaient à la tâche l'hiver, ou alors des femmes qui allaient toute l'année, qui faisaient les 4 saisons. Donc, qui faisaient le chicotage,
Le débourrage, ce qu'on appelait après, on fait les longueurs pour greffer, et le greffage. Elle faisait des saisons, puis après elle faisait des saisons dans les champs, hein, ramasser des fraises, des cerises, des tomates, elle faisait des vendanges, etc. C'était des femmes qui, certaines travaillaient pour elles, pour leur mari ou pour leur fils qui avaient ou pas repris des exploitations. Voilà, c'était des gens ancrés au village, quoi, qui n'avaient pas l'opportunité d'aller travailler ailleurs. La demande de la pépinière viticole s'est développée après la guerre de 39-40 dans l'ensemble de l'aménagement du territoire qui était le Languedoc-Roussillon, où il y a eu, à partir de là, dans les années 70 avec la communauté européenne, l'amélioration de l'encépagement dans le Languedoc-Roussillon. C'est sûr qu'à cette époque-là, il y avait une très très grosse demande de plants de vigne. Moi, tous les mercredis, je partais avec un mercredi et samedi. Le camion, il était chargé jusqu'à, allez, je vais le dire, jusqu'à la gueule, comme on dit familièrement, quoi. On partait tout le temps en surcharge. Et pourquoi? Parce que bon, en plus, ces gars-là ont bénéficié des primes européennes. Et cette replantation, moi j'ai discuté avec des viticulteurs honnêtes qui ont dit que cette replantation ne coûte absolument rien. Tout est payé, le plan de vigne, la plantation, les fils de fer, tout a été payé. C'est l'Europe qui leur a payé les replantations. Exactement comme ils ont fait après pour l'agriculture espagnole l'Europe a financé. C'est des marchés artificiels, donc on donne 10 000 euros pour planter des vignes ou 14 000 euros, donc à ce moment-là il y a des gens qui vont planter des vignes. On décide de ne plus donner, plus personne ne plante de vignes, à part peut-être les 5% ou 10% des viticulteurs français qui sont capables de s'autofinancer des plantations de vignes par leurs propres moyens, étant donné qu'ils ont des endroits où ils ont une commercialisation qui est rentable. La pépinière, si vous travaillez bien, vous ramassez de l'argent pendant 4-5 ans, puis c'est toujours en dents de scie. Là, ces 2-3 dernières années, ceux qui n'ont pas pu faire leur bas de laine, et aujourd'hui, ils ont pris à la gorge. Hein. La conjoncture actuelle, maintenant, les gens ne payent plus. Bon. Alors on arrête. C'est la pause. C'est la pause café. Vous savez? Maintenant ou après? C'est très très bien, vous occupez pas de moi, c'est très très bien. Voilà. C'est important la pause café. Ça va café. Oui, ça fait longtemps que vous faites ça en fait? Ouais. Ça fait quoi, 1 an? 1 an? Il n'était pas 30 ans, non? Ça fait 30 ans. Oh ben ça là. 30 ans que vous faites ça ici? Dans cette entreprise-là? Yeah. Allez, le café, ciao. Voilà, c'est ça. Tout le matin quand on se lève, quand on regarde la télé, tout ça, personne, pas de bruit des machines, c'est infernal, hein. C'est quand il y a, je sais pas moi, toute votre vie, vous avez fait ça, d'un coup il faut s'arrêter. Enfin, on s'est arrêté. On a mis le ARL en sommeil. Voilà. C'est l'espoir que j'ai pour. Et bien entendu, la pépinière dépend du marché des vins. Hein. Il n'y a rien à faire, les deux sont liés. Hein. Si aujourd'hui, même ceux qui aujourd'hui préconisent ont des marchés à l'exportation sur les pays de l'Est et tout ça, est-ce que ces pays de l'Est tiendront? Vous voyez un peu ce qui se passe en Espagne, je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, on a planté à gogo des vignes, aujourd'hui c'est la crise comme en France. Bon, c'est simple, en 10 ans, notre production a diminué, on l'a divisé par 3. En 10 ans, par 3.
À l'époque, dans les ateliers, on était 25 personnes à travailler. Là, comme vous l'avez vu, on n'est plus qu'une dizaine de personnes. Moi qui ai 70 ans, je ne sais pas si on y trouvera notre compte avec l'Europe. Je crois qu'on ira un jour, moi je ne le verrai pas certainement, mais je crois que les jeunes peut-être ils iront à la catastrophe. Pas selon ça, je ne sais pas si j'ai raison ou pas raison. Oui. Entre les deux générations que vous avez en face de vous, la génération de mon fils et la mienne, il est certain qu'il y a une vue générale et une ambition future qui a disparu chez eux, étant donné qu'il y a toujours cette inquiétude qui domine dans l'ensemble de pouvoir vivre correctement. Alors que ma génération, nous avons eu un passage vraiment favorable où c'était une ambition permanente de pouvoir continuer à progresser. Voilà ce qui reste. Peut-être qu'un jour, mon petit-fils redémarrerait. C'est espéré, parce que c'est le plus beau métier du monde, non? Ok. Ça vous ferait plaisir en fait que votre petit-fils reprenne? Pardon? Ça vous ferait plaisir que votre petit-fils reprenne? Mais oui. Oui, il y a 4 générations consécutives qu'on faisait des plans, et maintenant, hein, tout tombe à l'eau. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il n'y a plus de jeunes qui continuent maintenant. L'agriculture, on sait plus. Ou à un niveau élevé, à l'Europe, il s'est réfléchi de mettre des pays qui feront de l'agriculture ou feront tel produit agricole, d'autres pays feront de l'industrie ou de la, comme nous, avec l'Europe ici avec Airbus ou avec des trucs. Les autres pays du Maghreb, on leur fera faire des tomates, on leur fera faire ce qu'on veut, donc on fera des échanges, puisqu'eux n'ont pas les moyens de faire vraiment des Airbus, donc ils sont capables de faire ça, ils n'ont pas l'argent pour payer, donc éventuellement on fait tout. Maintenant, il vaudrait mieux le savoir avant, quoi, parce que ça éviterait de lancer des jeunes générations dans le... Maintenant, si c'est comme ça, à un moment donné, l'agriculture, c'est peut-être un peu plus compliqué que l'industrie, parce que si on désespère trop les agriculteurs, ils veulent plus que leurs enfants fassent agriculteurs, donc à ce moment donné, on va perdre peut-être un savoir-faire, on va perdre une pratique agricole qu'on apprend quand on est petit derrière son père, en courant derrière, et après, je ne sais pas si, à un moment donné, il y aura un risque de, si on dit on va faire certains produits dans d'autres pays, s'il y a des problèmes dans ces pays-là, je pense qu'à un moment donné, politiquement, il vaudra mieux avoir quand même un petit peu d'autonomie alimentaire. Après, si bon, c'est quand même un peu dangereux si on joue uniquement le prix de revient.